Le soleil s'étalait
face avec des cernes violacées. « Je ne peux pas me permettre de rater, » répondit-il. « Rater, c'est mourir. » Ce mot, mourir, il ne l'utilisait pas à la légère. Il savait ce qu'il signifiait. Mourir, ce n'était pas seulement cesser de respirer. C'était abandonner, lâcher, céder à la fatalité. Et Ibrahim ne voulait pas mourir. Il voulait vivre debout. Il voulait offrir à Ismaël une vie meilleure que la sienne. Un soir, alors qu'il revenait du chantier, les épaules cassées, il trouva Salimata en pleurs. Il a de la fièvre, Ibra. Il pleure sans s'arrêter depuis 2 heures. Le petit était rouge, agité, brûlant. Ibrahim sentit son cœur s'arrêter. Il courut chercher un taxi-moto, et tous deux se rendirent à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. À l'accueil, on leur demanda d'attendre. Pendant 3 heures. Puis, une infirmière, pressée, les conduisit dans une salle bondée. Il faut une ordonnance. Mais la pharmacie est déjà fermée. Revenez demain matin, dit-elle d'un ton mécanique. Salimata éclata. Mon fils est malade maintenant. Demain il sera peut-être. Elle n'acheva pas sa phrase. Ibrahim sentit une rage sourde lui monter à la gorge. Une rage contre ce système qui traitait les enfants des pauvres comme des statistiques. Il serra le poing, mais se retint. Il ne voulait pas exploser. Pas là, pas devant Salimata. Ils passèrent la nuit dans le couloir. Ismaël finit par se calmer. À l'aube, ils obtinrent enfin un médicament générique, payé avec les maigres économies qu'Ibrahim gardait pour ses inscriptions universitaires. Et il écrivit dans son cahier. On peut mendier des médicaments. On peut mendier un lit. Mais on ne mendiera jamais la dignité. Les semaines suivantes, Ibrahim devint un autre homme. La naissance de son fils avait éveillé en lui une conscience aiguë de l'injustice. Chaque obstacle, chaque humiliation, chaque regard condescendant devenait une pierre dans l'édifice de sa colère. Il continua ses études, certes, mais il commença à s'intéresser à autre chose. Il lisait des textes politiques, des discours d'hommes qui avaient changé le cours des choses. Thomas Sankara, bien sûr, mais aussi Che Guevara, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral. Il copiait leurs phrases dans un petit carnet qu'il gardait dans sa poche. La révolution n'est pas un dîner de gala, écrivait-il. Il rejoignit un petit groupe d'étudiants engagés, le collectif du Faso indigné, qui tenait des réunions dans un amphithéâtre abandonné. Là, il écoutait, observait, et parfois parlait. Je ne suis pas un politicien. Je suis un père. Et ce pays ne laisse aucune chance aux enfants de pauvres comme moi. Alors je n'ai pas le choix. Je dois me battre. Un soir, après une longue réunion sur l'accès à l'eau potable dans les zones rurales, un jeune homme aux cheveux en bataille s'approcha de lui. « Tu parles comme un homme qu'on écouterait en silence dans une tempête, » dit-il. « Tu t'appelles comment ? » « Ibrahim. Ibrahim Traoré. Moi c'est Jules. On a besoin de gens comme toi. Des gens vrais. » Ibrahim ne répondit pas. Il ne cherchait ni les louanges ni la gloire. Il voulait seulement que son fils ne grandisse pas dans la même misère que lui. Mais cette colère calme qui grondait en lui commençait à tracer un chemin. Il continua à participer à des assemblées. Il écrivit des tracts. Il organisa des petites conférences à l'université. Son nom commença à circuler. Certains l'appelaient le géologue du peuple. D'autres, le père combattant. Mais à la maison, rien n'était gagné. Salimata avait dû abandonner ses cours. Sa tante, excédée, l'avait renvoyé. Ibrahim l'avait alors accueilli dans leur minuscule chambre, avec Ismaël. C'était invivable, mais c'était leur vie. Un soir, alors qu'il n'avait rien à manger depuis 2 jours, Salimata éclata. « Je suis fatigué, Ibra. Fatigué de devoir choisir entre allaiter ou pleurer. Fatigué de cette vie où on survit au lieu de vivre.